Bonjour tout le monde, bienvenue à cette formation-présentation sur les fondations IoT. L'objectif de ces formations est de vous mettre le plus rapidement possible à l'aise avec les différents concepts de base de tout projet d'IoT. Donc aujourd'hui, on va se parler du protocole MQTT et de son importance dans un projet d'IoT, son fonctionnement et comment vous pouvez l'utiliser pour vous faciliter le transfert de données et la collecte de données. Donc, mon nom est Johan Arens, je suis concepteur de réseau chez Cisco et je m'occupe des projets d'IoT pour la province de Québec au Canada. Donc, agenda pour la présentation d'aujourd'hui. Donc, on va se faire une petite introduction à MQTT. Pourquoi MQTT? Les différents rôles des intervenants dans un réseau MQTT. Comment fonctionne MQTT? On va se parler de qualité de service de QoS, la sécurité, et ensuite, on va terminer par une petite démonstration et évidemment une conclusion à la démonstration. Donc, sans plus tarder, introduction à MQTT. Donc, MQTT, c'est l'acronyme, veut dire Message Queuing Telemetry Transport. Donc, globalement, ce qu'on a voulu faire avec MQTT, c'est qu'on voulait avoir une façon de faire des transferts de données de machine à machine. Peu importe où sont les différents intervenants, on voulait avoir ça avec un point central, que ça soit assez simple. Donc, de passer à travers, si vous êtes à l'aise avec les notions de networking, passer à travers des réseaux NAT, etc. Peu importe où les intervenants se trouvent, on va pouvoir s'enregistrer au serveur pour pouvoir aller chercher les données ou aller publier des données sur un serveur central. On veut que ça soit léger et rapide. Pourquoi? Ben, parce qu'on il y a des données qu'on veut pouvoir prendre une décision rapidement suivant la valeur des données. Donc, en fonction des applications qu'on va avoir, ça doit être très rapide. Donc, on va avoir des transferts fréquents de données ou occasionnels. Donc, peu importe, mais le protocole va pouvoir accommoder ce genre de besoin. Donc, MQTT est basé sur TCP. Donc, on va utiliser le port 1883 pour tout ce qui est transfert de données en clair, donc clear text. Donc, il n'y a pas de chiffrement. Et il y a un mode de chiffrement qui est disponible et lui va utiliser le port 8883. On va s'en glisser quelques mots là, dans la section de sécurité. Donc, faire savoir aussi, c'est un standard ISO. Donc, vous avez la référence ici dans la slide. Donc, évidemment, c'est libre de droit si vous voulez l'implémenter, développer quelque chose autour d'MQTT, un client ou un serveur. C'est libre de droit, le standard est là, où il y a toutes les spécifications techniques à rencontrer pour toute implémentation. Fait aussi à savoir, c'est écrit par IBM et par Cyrus Link en 1999, donc ça fait quand même quelques années. Évidemment, le protocole a subi quelques moutures, différentes versions de software qu'on sorti. Le standard a évolué à travers le temps et aujourd'hui, on a quelque chose qui est déjà utilisé dans un paquet de projets intéressants. Donc, par exemple, la messagerie Facebook au début a utilisé pas mal MQTT pour transporter la messagerie, donc le chat en gros. C'est ça qu'ils ont utilisé aujourd'hui, ça a évolué, etc. Mais c'était ça qui a été utilisé au départ. Donc, pourquoi MQTT? Mais la valeur de l'Internet des objets, en réalité, ça réside évidemment dans les données. Les données, c'est notre nouvelle monnaie. Dans le fond, on a des données un peu partout. On veut pouvoir les collecter et pouvoir les mettre disponibles à d'autres systèmes, d'autres analystes ou d'autres systèmes, d'autres machines pour pouvoir venir analyser les données, les collecter, les stocker, etc. Peu importe ce que vous voulez faire à votre application, mais on veut que les données soient facilement utilisables et consommables. Donc, pourquoi MQTT? Mais on voulait que ça soit léger et rapide. Les sensors ou les capteurs, en général, ont peu de ressources. Donc, imaginez un capteur qui fonctionne sur batterie et qui est de la taille d'une carte de crédit, voire même plus petit. Peu de CPU, peu de ressources. Donc, on ne peut pas tolérer de venir interroger ce sensor-là à plusieurs. Donc, admettons, j'ai 5 entités qui veulent venir consommer la donnée qui vient de ce capteur. Si on commence à venir l'interroger trop souvent, mais souvent, on va le faire cracher et c'est pas nécessairement la meilleure des choses en considérant qu'on a plusieurs centaines de capteurs. Imaginez par exemple un capteur de température dans un thermostat, dans un gratte-ciel qui a 30 étages, on a 30 thermostats
par étage, mais on va se retrouver à avoir 900 capteurs à gérer. Donc, on veut évidemment protéger nos capteurs d'une quelconque façon. Donc, ça, c'est une des façons de le faire. Souvent aussi, les liens de transport ont peu de bande passante et ou elles ont une mauvaise qualité. Imaginez une plateforme de forage en plein milieu de l'océan, dépendant d'un lien satellite. Le temps de latence est absolument effroyable. La bande passante est mauvaise. Donc, on veut pouvoir tenir compte de ça. On va avoir des mécanismes pour se protéger de ce genre de choses-là. Donc, ça, c'est une des raisons pourquoi utiliser MQTT. On veut évidemment que ça soit évolutif, qu'on ne soit pas bloqué dans une structure de données en particulier. MQTT, vous allez le voir quand on va se parler des topics. MQTT est très flexible sur la façon dont vous voulez structurer les données. Vous pouvez les structurer peu importe comme vous voulez. On va s'en parler, vous allez voir, c'est quand même assez simple. On veut évidemment que ça soit simple à opérer, évidemment que ça soit sécuritaire. La sécurité est une portion très importante de tout projet d'IoT. Comme tout projet d'IT, de l'informatique, on veut mettre en place la sécurité le jour 1 pour protéger notre propriété intellectuelle et se protéger contre les malwares de tout genre et de situations de ce genre-là. Donc, c'est le genre de choses qu'on veut mettre en place au jour 1 de nos projets. Donc, maintenant, pour se parler des rôles donc de machine à machine, donc dans le fond, on a trois rôles. Principalement, on a les publishers, les subscribers et les brokers. Donc, les publishers, dans le fond, comme ça, le terme anglais le dit, c'est ceux qui publient. Donc, j'ai un capteur, un sensor qui lit une valeur sur quelque chose, par exemple une température, un taux d'humidité de l'air ambiant. On va venir publier cette donnée dans un topic MQTT. Les abonnés vont venir pouvoir s'abonner à un topic en particulier et venir recevoir la valeur de la donnée qui a été publiée par les publishers. Donc, c'est une relation de 1 à plusieurs. Donc, on a un publisher pour une donnée et on peut avoir plusieurs consommateurs, plusieurs abonnés qui vont venir consommer la donnée au point de vue du broker. On va s'en parler un petit peu plus tard quand on va parler du broker. Donc, une ou deux slides, restez avec moi. Ensuite, on a le broker. Dans le fond, c'est notre distributeur de données. Donc, c'est un point central de collecte et de publication de données. Donc, notre broker réside quelque part au centre du réseau. Donc, tout transite sur le broker. Évidemment, on peut avoir plusieurs brokers dans un réseau. Donc, imaginez une entreprise qui a plusieurs usines. Donc, on va venir y installer, par exemple, un broker par usine. Ensuite, on va venir installer un autre broker dans un centre de données, dans un point central quelque part, par exemple au siège social. Et on va pouvoir publier toutes les données qui viennent des différentes usines dans le broker central. Donc, une autre usine pourrait venir aller consommer une donnée qui va venir d'une ou plusieurs autres usines à des fins comparatives, etc., mais sans nécessairement devoir remonter au serveur central, devoir remonter à l'autre usine et venir taxer la bande passante et avoir des mauvais temps de réponse. Donc, on va affecter un peu tout le monde si on fait ce genre de choses-là. Donc, le publisher va publier ça dans un topic. Et voyez un topic comme un arbre avec des branches et ensuite des feuilles. Les branches et l'arbre en tant que tel, c'est la structure de données que vous allez créer. Donc, par exemple, ici, on va dire corpon, on va dire bâtiment 11, deuxième étage, nord-ouest et la température. Donc, ça, c'est un exemple. Cette ligne-là, cette structure, évidemment, c'est du code et du ASCII. Donc, on va s'en parler dans la section suivante, dans la slide suivante, sur les contraintes pour créer vos topics, mais vous pouvez structurer ça à peu près comme vous voulez. À savoir que les feuilles, donc la donnée qu'on publie, c'est du UTF-8. Donc, on va pouvoir publier des caractères spéciaux si vous voulez, des caractères, tout caractère dans le fond que UTF-8 va supporter. Donc, on n'est pas limité aux caractères romains, donc on a les caractères arabes, les caractères sanscrits, les caractères japonais, etc., asiatiques, des langues asiatiques. Donc, on va pouvoir accommoder ce genre de choses-là. Puis, évidemment, j'en oublie, mais vous comprenez un peu l'idée.
Donc, quand vous voulez créer quelques petites contraintes au point de vue des topics, donc gardez en tête que c'est sensible, majuscule, minuscule. Donc, si vous vous attendez à recevoir une température, si vous publiez température avec un T majuscule et vous vous abonnez avec un T minuscule, pour MQTT, c'est une donnée différente. À éviter aussi, ne commencez pas vos topics avec un slash, donc ça ne marchera carrément pas. Évitez les espaces dans vos topics. Les caractères spéciaux, donc tenez-vous-en aux caractères romains classiques. Donc, je dirais en bon geek, les caractères ASCII 128. Et soyez concis et précis dans vos arbres. Si vous faites des arbres très très longs, ça risque d'être compliqué de vous en rappeler de qu'est-ce qui était publié dans quoi. Mais le plus court, le mieux, mais bon, vous avez quand même une certaine marge de manœuvre. Donc, au point de vue du fonctionnement des topics, globalement, comme je le disais tantôt, le subscriber va s'abonner au topic. Le broker, on va la donner dès qu'elle est publiée par le publisher, donc directement, donc que ce soit un ou plusieurs subscribers, ça va être le cas. Pour des facilités, on a des wildcards qui nous permettent de s'abonner à multi-topic avec un seul enregistrement. Je vais vous montrer dans la slide suivante. Donc, pour continuer, le fonctionnement des topics. Donc, comme je le disais tantôt, le subscriber s'abonne au topic. Le broker envoie la donnée dès qu'elle est publiée par le publisher. Donc, qu'on ait un ou plusieurs subscribers, peu importe, on va publier la donnée. Si évidemment le subscriber est connecté, on va s'en parler dans la section de QoS. Pour nous faciliter la vie, on a des wildcards qu'on peut utiliser. Donc, il y en a deux en réalité. On a le plus et puis le signe dièse. Donc, le plus va remplacer un niveau et le signe dièse remplace plusieurs niveaux. Donc, un petit exemple, ça va être plus simple. Donc, j'ai créé dans cet exemple deux topics. Donc, on a corpo, branche 1, étage 1, température. Même chose pour étage 2. Donc, si je veux recevoir mes deux niveaux, mes deux étages d'un coup, donc je vais m'abonner à corpo slash branche 1 slash plus slash température. Si je veux recevoir peu importe ce qui est publié dans mon arbre, par exemple, je pourrais très bien dire corpo slash signe dièse. Donc, je pourrais très bien remonter ça. Je peux positionner le signe dièse où je veux, donc c'est pas obligé d'être à un niveau en particulier, dépendamment de ce que vous voulez recevoir comme données. C'est la flexibilité que vous avez pour faire vos abonnements aux données. Donc, dans les topics, on a l'une ou l'autre chose qui sont réservées. Le signe dollar est réservé pour la télémétrie du broker en tant que tel. Donc, si vous voulez vous assurer que le broker est vivant ou répond dans les temps ou peu importe, mais vous avez toute la télémétrie qui est disponible que vous pouvez utiliser et vous abonner à la télémétrie. Donc, pour ce faire, c'est le mot-clé. En fait, en réalité, c'est un topic aussi. Et le broker publie dans signe dollar SYS, donc pour système. Et il y en a quelques-uns que j'ai mis ici dans la présentation, juste pour vous donner une idée. Si vous voulez en avoir d'autres ou voir tout ce qui est disponible, ben, vous pouvez très bien vous abonner à $6 slash dièse. Donc, vous allez recevoir tous les topics du côté du système, donc du broker. Donc, on va aller rechercher toute la télémétrie en fonction des applicatifs que vous voulez. Donc, pour le QoS maintenant, faites attention parce que on ne parle pas de notion de QoS au point de vue du réseau. Donc, c'est le QoS au niveau applicatif et c'est uniquement au point de vue de MQTT. Donc, on a trois niveaux de QoS disponibles dans MQTT. On a 0, 1 et 2. Faire savoir aussi, c'est que peu importe le niveau de QoS qu'on va choisir, les paquets TCP, les paquets TCP/IP ne seront pas tagués différemment avec une valeur DSCP, etc. C'est vraiment pas à ce niveau-là qu'on joue. On ne joue qu'au niveau applicatif. Donc, le QoS par défaut, c'est le 0. Donc, c'est équivalent à une diffusion radio. Si vous êtes là pour recevoir, vous avez syntonisé le canal en question. Si vous êtes là, c'est parfait. Mais si vous n'êtes pas là, mais tant pis, revenez nous voir une prochaine fois. Donc, globalement, c'est ça.
Maintenant, le QoS 1 et 2. Donc, attention, il faut utiliser un identifiant de client, donc le Client ID. Je vais vous en reparler dans la slide suivante et on va s'en reparler dans la démonstration. Donc, il doit être unique. Si vous avez deux clients qui se présentent avec le même Client ID, le premier va se connecter, le deuxième va se faire rejeter du broker. Donc, le Client ID doit être absolument unique. Donc, ça permet au broker d'identifier les clients et de, par conséquent, garder en cache, donc pour aux autres. Donc, QoS 1, globalement, c'est si le subscriber n'est pas connecté au serveur, pour une raison ou pour une autre, donc le broker va garder en cache pour ce client-là. Donc, la sauvegarde au point de vue des implémentations, avec un Mosquito MQTT par exemple, où on peut demander au broker de sauvegarder sur disque. Il y a un temps de vie de la cache qui est paramétrable aussi. Donc ça, il va falloir regarder combien de temps vous voulez absolument garder les données. Sinon, ça va être un tampon circulaire. Donc, par exemple, on va lui dire, par défaut, si j'ai bonne mémoire, dans un Mosquito, c'est 30 minutes. Donc, à la 31e minute, la première donnée qui est rentrée dans la cache va être effacée, va être remplacée. Donc, c'est comme une pile. Donc, on va limiter la taille du buffer. L'idée là derrière, c'est de protéger le serveur en tant que tel, parce qu'on ne peut pas cacher nécessairement ad vitam aeternam. À un moment donné, on va arriver au bout de la mémoire. D'autant plus aussi que si on a une perte de courant ou si le broker a un problème, on va perdre les données. Donc, il faut qu'on protège la taille de la cache et on va pouvoir sauver sur le disque au besoin. La différence entre 1 et 2, par exemple, vous gardez en tête, c'est que en mode QoS 1, le broker ne peut garantir aucun duplicat. Donc, ça se peut très bien qu'on ait deux fois la même donnée. En QoS 2, par exemple, c'est la différence, c'est que là, on va garantir qu'il n'y a pas de duplicat et il y a une mécanique interne que le broker va utiliser pour s'assurer qu'il n'y a pas de duplicat dans les données. Donc, c'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Moi, je vous dirais, de nos jours, du fait que les brokers ont relativement beaucoup plus de CPU qu'auparavant, on peut se permettre de mettre tout en QoS 2. Je ne vois pas de raison de garder encore du QoS 1 dans nos implémentations. Je mettrai en QoS 2, surtout que souvent les données sont importantes. C'est des données qui vont être utilisées pour prendre des décisions d'affaires ou des décisions opérationnelles. On ne prendra pas de risques inutiles avec des duplicats de données. Je mettrai tout en QoS 2. C'est mon avis personnel, mais c'est ça que je recommanderais de faire. Maintenant, les notes importantes au point de vue du QoS, pour que le broker garde en cache, le topic doit être publié en QoS 1 au moins. Donc, il faut que la donnée soit publiée en mode QoS. Le client ID, l'identifiant client, doit être connu par le broker. Donc, il faut au moins que le broker, le subscriber, se soit connecté au broker avec ce client ID-là au moins une fois. Si vous comptez avoir tout le delta de données alors que le subscriber ne s'est jamais connecté, le broker n'a aucune idée de l'existence de ce client-là. Donc, il ne gardera pas la cache pour lui. Gardez en tête que c'est propre à chaque client ID. Donc, on va garder en cache. Donc, on va garder des versions de cache différentes pour chaque client. J'ai mon subscriber 1 qui se déconnecte au temps 1, au temps 2. J'ai mon subscriber 2 qui se déconnecte. Il y a eu des données qui sont arrivées entre le temps 1 et le temps 2. Le broker va garder une cache pour chacun de ses clients. Donc, on ne fera pas, il va faire la différence entre les deux. Donc, ça, c'est bien important. Il faut absolument que le subscriber soit connu du broker MQTT. Il y a une nuance à connaître aussi, c'est qu'on a une mécanique qui s'appelle Clean Session. Clean Session nous permet de demander au broker, OK, oui, je suis en QoS, en mode de QoS 1 ou 2, mais je veux que tu ignores la cache, je ne veux pas recevoir le delta. Par exemple, j'ai eu un problème opérationnel, j'ai dû déconnecter le subscriber, je me suis arrangé pour que mes affaires soient clean, etc. Je n'ai pas besoin des données, je ne veux pas prendre de risque que les vieilles données viennent affecter ma nouvelle batch de produits.
je vais par conséquent me reconnecter au broker en faisant un clear de la cache. Donc c'est une façon qu'on a de faire un clear à distance de la cache, donc de dire éjecter la valeur de la cache qu'on a gardée en mémoire. Donc maintenant, pour changer de vitesse du côté de la sécurité, l'authentification est optionnelle et le chiffrement est optionnel également. Donc les deux sont paramétrables, donc on est capable de dire oui, je veux absolument de l'authentification. Aucun client ne peut se connecter s'il n'y a pas l'authentification et le chiffrement, mais on est capable de mettre ça aussi optionnel. Si vous avez des vieux équipements, des vieux capteurs qui n'ont pas nécessairement la circuiterie pour pouvoir traiter du SSL, donc les certificats, il faut les valider, il faut encrypter, etc. C'est nécessairement plus lourd. Il faut que l'équipement ait la circuiterie. Ce n'est pas toujours possible, donc vous avez une façon de désactiver ça. Donc vous n'êtes pas obligé de l'activer. Donc c'est comme optionnel, mais c'est là, donc gardez en tête, dépendamment des implémentations, comme un MQTT, donc la fonctionnalité est là, donc c'est au choix. Donc, comme je vous mentionnais dans mon diagramme, on a le publisher et on a ensuite des subscribers. Ici, ce sont des entités différentes. Donc, vous voyez ici les adresses IP. On a 210 pour le publisher. Sub 2, il a 208 et Sub 1 a reçu 209. Donc, globalement, c'est du DHCP, les trois. Je n'ai pas besoin de ça. Les trois n'ont besoin d'aucune adresse IP, en fait, mis à part c'est du broker. Ce que je vais commencer par faire, c'est que je vais venir m'abonner à ma donnée qui est ici. Donc, on va enlever les différentes petites choses. Donc, ici, on va venir s'abonner à la donnée étage 1. Donc, je veux recevoir la température qui est ici. Donc, ici, vous voyez, rien ne se passe, mais c'est normal, personne ne publie vu que mon publisher est ici. Et je vais m'abonner à la même chose de mon côté ici. Donc, je vais enlever les petites affaires ici. On va prendre ça le plus simple possible pour la démo. Donc, ici, j'ai deux entités qui sont venues s'abonner à ma donnée. Donc, vous voyez ici, étage 1, température, etc. Donc, je vais pouvoir faire ma publication. En passant, j'ai créé un petit script pour pouvoir publier les différentes données. Donc, vous voyez ici, j'ai l'adresse IP du broker. Ensuite, je me suis abonné je vais me publier dans ces branches de données. Donc, on va exécuter le script. Donc, vous voyez directement, poum, les deux amis ici ont reçu la donnée. Donc, maintenant, ici, je vais arrêter de m'abonner. Donc, je republie. Mon subscriber 2 a reçu la donnée. Et ici, je ne l'ai pas eu. Donc, je me reconnecte, il n'y a rien de se passe, etc. Maintenant, si je veux commencer la donnée est importante pour moi. Donc, j'ai créé une petite donnée que je vais publier avec une valeur de QoS. Donc, vous voyez ici, je l'ai mis en QoS 2. Donc, notre ami qui est ici, je vais arrêter de m'abonner, je vais venir m'abonner en QoS, en QoS 2. Et ensuite, il me faut un client ID, comme -i, c'est pour mon client ID. Ça, c'est vraiment spécifique à Mosquitto MQTT. L'implémentation que vous allez utiliser va être différente de la syntaxe. Mais ça, ici, c'est une simple implémentation. Ça nous permet de facilement voir ce qui se passe. Alors, je vais l'appeler sub 1 et ensuite, je vais désactiver Clean Session. Donc, je me présente au moins une fois sur mon broker, ici en QoS, donc il sait que je la veux. Donc ici, je vais venir publier mes données en mode QoS. Et évidemment, sub 2, malgré qu'il ne s'est pas abonné en QoS 2, lui, il s'est abonné en QoS 0. Donc, il a quand même reçu les données. Moi, j'ai reçu mes données ici. Maintenant, je me déconnecte de ce côté-ci. Admettons que j'ai un problème de réseau. Je me republie ici. Et évidemment, mon ami sub 2 va recevoir sub 1, mais il n'était pas là pour la recevoir. Donc, évidemment, je me connecte et vous voyez ici, j'ai les données qui viennent d'apparaître. Donc, le broker a gardé les données pour moi parce que je l'ai demandé. Donc, maintenant, si je désactive mon clean session, donc c'est mon -c, donc je vais republier
les données. Vous voyez, SOP2 a reçu encore 3 copies, une copie de chacune des données que j'ai publiées ici. Je relance ceci et vous voyez que je ne reçois pas les données. Donc ça démontre mon client session. Donc, globalement, dernière démo qu'on va pouvoir faire, c'est vous montrer comment on peut utiliser les wildcards. En fait, j'ai écrit un autre petit script qui va publier quelques données en réalité. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, on va être un peu plus paresseux. Je vais publier les données en boucle. Donc, un petit truc de Linux. On va mettre ça en boucle infinie toutes les 2 secondes pour publier des données. J'ai oublié un petit quelque chose. En Linux, il aime bien avoir ça. Donc, on a les données qui vont publier toutes les 2 secondes. Vous voyez ici qu'elles apparaissent. Donc, on va venir pouvoir ici, je peux me réabonner à ma donnée. Les données apparaissent ici. Donc, ici, on publie. En réalité, si vous regardez ce qu'on a dans qu'on publie, on a étage 1, étage 2, étage 3 pour chaque fois la température. Donc, on a MSG 1, 2 et 3 donc, dans le message qu'on veut. Maintenant, vous voyez ici, en fait, je ne reçois, d'un côté comme de l'autre, je ne reçois que la donnée MSG1 de l'étage 1. Maintenant, si je veux avoir tous mes étages, parce que je veux avoir un portrait de tous mes étages, et je vais pouvoir remplacer ça par mon plus ici, qui est mon wildcard, et va permettre de recevoir mes données qui sont ici. Donc, vous voyez ici, je reçois étage 1, 2 et 3 directement. Donc, tandis qu'ici, je ne reçois qu'un seul. Donc, j'ai reçu ça ici. Donc, je vais pouvoir remplacer un ou plusieurs caractères avec le signe plus qui sont ici. Puis, vous voyez ici que les wildcards, c'est plus et mon dièse. Et vous allez voir ici, mais je peux recevoir 1, 2 et 3. Donc, en gros, c'est une façon de recevoir plusieurs données. Donc, on a démontré comment on peut publier des données, comment on peut s'abonner à des données simplement, comment on peut s'assurer d'avoir une garantie de service de nos données. Donc, si on a un problème de réseau, si on est déconnecté, de se reconnecter et de recevoir le delta de données. On a vu aussi qu'on est capable de lui dire de flusher la cache, donc on est capable de faire ça aussi. Donc, ce genre de choses-là, donc c'est faisable dans notre réseau assez simplement. Donc, en gros, pour conclure la formation présentation, donc on a vu que notre ami MQTT est quand même assez flexible de pouvoir pour nos projets d'IoT. Donc, on est capable de scaler notre réseau, de structurer les données, de s'assurer que nos données vont être livrées à temps, vont être livrées même si on a un problème de réseau. Donc, c'est quand même assez flexible. Donc, pour terminer, j'espère que vous avez trouvé la formation intéressante. Si vous avez aimé la présentation, n'hésitez pas à faire un like dans YouTube ou de partager le lien. Donc, c'est libre de droit, partagez-la si vous trouvez ça intéressant. Donc, merci d'avoir écouté la formation. Si vous voulez laisser vos commentaires, améliorations, etc., n'hésitez pas dans la portion du forum de YouTube, laissez vos commentaires. Merci et à la prochaine.